1939 fut pour la Pologne et pour de nombreux Polonais l'année de la fin du monde. En tout cas, pour beaucoup, ce fut la fin d'un monde et le début d'un enfer. La Pologne est devenue plus que jamais la terre de sang. Je fais ici allusion au livre de Timothy Snyder, La terre de sang, l'Europe entre Hitler et Staline. En 1939, la Pologne est coincée entre deux dictateurs. Le maréchal polonais Erich Śmigły avait déclaré « Avec les Allemands, nous risquons de perdre notre liberté. Avec les Russes, nous perdons notre âme. » L'Union soviétique, tout comme l'Allemagne, n'accepte pas le traité de Versailles et la renaissance de la Pologne. Cela explique entre autres que le 23 août 1939, à Moscou, le commissaire du peuple aux affaires étrangères, Molotov, et le ministre allemand des Affaires étrangères von Ribbentrop signent un traité politique et militaire, le pacte germano-soviétique de non-agression, ouvrant tout simplement la porte à la Deuxième Guerre mondiale. Ce traité comporte une clause secrète prévoyant le partage de la Pologne entre les deux pays. Le 1er septembre 1939, à l'aube, le Troisième Reich, sans déclaration de guerre, envahit la Pologne. Le 10 septembre, la Luftwaffe lance sur Varsovie 17 raids. Pour la première fois, une capitale européenne est bombardée systématiquement. 25 000 civils y trouvent la mort. Le 17 septembre, à 6 h du matin, l'armée rouge envahit, conformément au traité germano-soviétique, la Pologne, aussi sans déclaration de guerre. La moitié de l'armée polonaise, soit 230 000 soldats, tombe alors aux mains des soviétiques. Le même jour, Hitler ordonne de bombarder le château royal de Varsovie. Le 22 septembre, les deux alliés organisent à Brest-Litovsk un défilé de victoire, faisant marcher côte à côte la Wehrmacht et l'armée rouge. Le 28 septembre, à 13 h, Varsovie, la capitale polonaise, capitule. Le Figaro du 30 septembre 1939 annonce « De Varsovie, il ne reste qu'un amas de ruines. Les Polonais ont lutté héroïquement et ils ont perdu glorieusement. » Commence alors pour la Pologne l'enfer d'une occupation inhumaine. La germanisation, la confiscation des biens, la déportation et l'élimination des élites, les travaux forcés, les camps de concentration. La Pologne devient l'épicentre de la barbarie nazie. Heinrich Himmler déclare « Tout le peuple polonais disparaîtra du monde. Il est essentiel que le grand peuple allemand considère comme tâche majeure celle de détruire tous les Polonais. » Pour bien comprendre cette ampleur, il faut comparer quelques chiffres concernant une moyenne statistique des pertes humaines par des pays engagés dans ce conflit. Pour 1000 personnes, la Pologne perd 220, la Yougoslavie 108, la Grèce 70, la France 15. Mais le drame en Pologne présenté ainsi n'est pas encore complet. Il est encore plus profond, car il se confond aussi avec la Shoah. Au début du XXe siècle, la Pologne possède la plus importante communauté juive du monde, en dehors des USA. Pour 35 millions d'habitants, il y a plus de 3 500 000 juifs, soit 10% de la population. Je laisse ici la parole à Christophe Mailleux pour vous présenter une partie du drame de cette population. Prenant le relais des militaires, les autorités civiles allemandes prennent le pouvoir à Varsovie le 26 octobre 1939. À leur tête se trouve le docteur Ludwig Fischer. Une première série de décrets antisémites est édictée, privant les Juifs de leurs droits économiques, culturels et sociaux. On estime qu'environ 380 000 Juifs vivaient à Varsovie au déclenchement de la guerre, soit un peu moins du quart de la population de la ville, estimée à 1 300 000 habitants. L'établissement d'un ghetto à Varsovie fut décidé par Fischer le 2 octobre 1940 et finalisé le 15 novembre suivant. Ceint par un mur haut de 3 mètres et long de 18 km, sa superficie représentait à peine quelques pourcents de celle de la ville de Varsovie. Et, dès le mois d'avril 1941, 460 000 personnes s'y trouvaient enfermées. C'est un véritable camp de concentration urbain.
La surpopulation, les conditions sanitaires et hygiéniques désastreuses, la malnutrition chronique et endémique sont autant de facteurs qui entraînent un dépérissement rapide de cette population. Les premiers à en souffrir furent en particulier les 150 000 enfants qui constituaient près d'un tiers des habitants du ghetto de Varsovie. Il nous faut maintenant résumer les faits historiques du ghetto de Varsovie, innombrables et complexes, en nous focalisant sur deux événements majeurs. Les déportations à Treblinka de juillet-septembre 1942, l'insurrection d'avril-mai 1943. Entre le 21 juillet et le 24 septembre 1942, pendant 56 jours consécutifs, les Allemands procèdent à la liquidation du ghetto de Varsovie, pendant laquelle près de 300 000 Juifs ont été déportés et assassinés à Treblinka. On évalue qu'à l'automne 1942, environ 27 000 Juifs étaient cachés dans la partie aryenne de Varsovie, 25 000 étaient cachés au sein même du ghetto et environ 35 000 Juifs travaillaient pour des entreprises allemandes installées dans le ghetto. 75% de ces personnes avaient entre 20 et 50 ans. Les enfants et les personnes âgées furent quasiment décimés à l'été 42. Une part importante des survivants étaient des jeunes hommes et de jeunes femmes qui avaient tout perdu et qui décidèrent de s'unir, les armes à la main, pour se défendre lors des prochaines déportations qui ne manqueraient pas de venir. Beaucoup avaient été membres de mouvements scouts ou de mouvements politiques juifs d'avant-guerre. Ils appartiennent en grande majorité à l'organisation juive de combat, OJC, en polonais Job, Żydowska Organizacja Bojowa. Dès l'automne 1942, les survivants du ghetto élaborent des constructions connues sous le nom de bunkers. L'objectif affiché alors est de parer aux éventuelles attaques aériennes soviétiques. De leur côté, les membres des unités combattantes s'entraînent au maniement des armes, produisent des cocktails Molotov et des grenades, se préparant ainsi aux techniques de combat de rue, en aménageant le futur champ de bataille. Ils menèrent des opérations dites d'épuration, emprisonnement et exécution de juifs considérés comme collaborateurs. Au début de l'insurrection, chaque combattant de l'OJC possédait une arme et l'arsenal du mouvement comprenait approximativement 500 pistolets, 2000 grenades à main, 10 carabines et des mitraillettes prises aux Allemands. Certaines armes leur ont été données par l'AK, l'Armia Krajowa, armée clandestine de l'intérieur, dirigée depuis Londres par l'État polonais en exil. Le lundi 19 avril 1943, alors que la fête de Pâques juive doit commencer au soir de cette journée, et que le lendemain, le 20 avril, Hitler fêtera ses 54 ans, aux premières heures du jour, une force imposante cerne le ghetto. Les combats s'engagent entre cette troupe de soldats aguerris, puissamment armés, et les jeunes combattants munis seulement de revolvers et de grenades à main. Au cours des combats, plusieurs tentatives d'aide par des unités de la résistance polonaise, extérieures au ghetto donc, vont échouer. Le premier jour de l'assaut, le commandant allemand décide un repli. Le général SS Jürgen Stroop décide ensuite de brûler les immeubles du ghetto et d'utiliser des gaz asphyxiants pour chasser les habitants des bunkers. Dans son rapport final, Stroop évalue que 7000 juifs ont été faits prisonniers et exécutés sur place. 7000 ont été déportés à Treblinka. 6000 sont morts dans les combats ou bien ont été brûlés ou gazés. Les 36 000 autres ont été déportés dans des camps. Emanuel Regenblum, historien juif de Varsovie, a écrit à propos de ces événements. Une situation paradoxale a été créée. La génération des adultes qui ont déjà vécu leur vie parlaient, pensaient, se souciaient de survivre à la guerre et rêvaient de vie. Mais les jeunes personnes, la meilleure, la plus belle et la plus noble part de la nation juive, ne parlaient et ne pensaient qu'à mourir avec dignité. Le sort des Juifs de Varsovie et à Varsovie, les déportations de l'été 1942, la bataille du ghetto au printemps 1943,
ont fait l'objet d'innombrables analyses et commentaires. Ces événements emblématiques sont essentiels à la mémoire juive et à la définition de l'identité juive. Mais ils seront aussi beaucoup discutés, interprétés, encore maintenant, hors du monde juif, en particulier et surtout, au-delà des silences et des tabous, en Pologne. Ils sont l'histoire juive et aussi l'histoire de la Pologne. Mon collègue a parlé de la bataille du ghetto, appelée communément l'insurrection du ghetto de Varsovie. Dans le film Le pianiste, vous verrez une deuxième insurrection, celle de Varsovie de 1944. Cet événement est relativement peu connu en France. Pourtant, le soulèvement de Varsovie fut une des plus grandes batailles urbaines de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est peu connue, et c'est certainement la cause, car elle annonce déjà la guerre froide. Pendant toute la période communiste en Pologne, cet événement héroïque et tragique constitue un trou de mémoire, gardé dans les oubliettes de l'histoire pendant près d'un demi-siècle, derrière le rideau de fer et son mur de la honte. En 1944, la population de Varsovie vit la 5e année d'occupation. Au mois de juillet, à la suite de l'avance du front bélarusse, les Varsoviens assistent à l'évacuation de l'administration allemande. À la fin du mois de juillet, la banlieue est de Varsovie, prénommée Praga, est témoin de premiers combats entre la Wehrmacht et une division bélarusse de l'armée rouge. Les Alliés, ou plus exactement un allié, est aux portes de Varsovie. Mais peut-on parler d'un allié? Dans ces conditions, la capitale polonaise, comme Paris 3 semaines plus tard, s'apprête à lancer une insurrection en vue d'une prochaine libération, symboliquement, par sa population. À cette différence près qu'en Pologne, la situation est plus complexe qu'à Paris. Avec l'armée rouge, arrive en Pologne le Comité national communiste, destiné à être imposé par les soviétiques comme le nouveau gouvernement polonais. Et celui-ci s'oppose au gouvernement polonais en exil à Londres et à ses représentants en Pologne qui contrôlent pourtant l'essentiel de la résistance, AK. Dans ce jeu politique, les Polonais espèrent accueillir l'armée rouge par les représentants du pouvoir polonais légal. Les Soviétiques craignent justement cela. Les premiers coups de feu retentissent le 1er août 1944. Le 3e jour de l'insurrection, le commandant de la 9e armée allemande annonce une bonne partie de Varsovie entre les mains des insurgés qui construisent les barricades. Effectivement, les insurgés contrôlent alors environ le 3/5 de la ville. Cependant, sur la rive orientale de la Vistule, le bruit de la bataille cesse. L'aviation soviétique disparaît du ciel de la ville. À l'état-major allemand, Hitler et Himmler donnent conjointement l'ordre suivant. Chaque habitant doit être tué. Il ne faut prendre aucun prisonnier. Varsovie doit être totalement nivelée. Ainsi, nous ferons un exemple pour toute l'Europe. Toute la population de Varsovie se mobilise pour la lutte. La résistance, les civils, les scouts, les personnes âgées, les enfants. L'organisation combattante juive lance un appel aux juifs survivants, notamment ceux du ghetto. Le peuple de Varsovie mène une lutte armée contre l'occupant allemand. Ce combat est aussi le nôtre. Une année après notre résistance dans le ghetto, nous sommes ensemble, main dans la main avec nos camarades polonais sur les barricades. Rejoignez les rangs des insurgés. Luttons ensemble pour une Pologne libre, indépendante, forte et juste. Pendant ce temps, le colonel polonais Iranek Krosnecki signale que de l'autre côté de la Vistule, les détachements de l'AK qui ont pris part à l'opération Tempête, c'est-à-dire l'insurrection, à l'est de la Vistule, après en avoir fini avec les Allemands, cherchent à aider Varsovie sur la rive droite. L'armée rouge les cerne et les désarme. Nombreux officiers et soldats sont internés dans les camps de prisonniers en Russie. Le 4 août, puis le 20, pour aider Varsovie, Churchill demande aux Soviétiques
la possibilité d'utiliser les aérodromes de l'autre côté de la Vistule pour les avions de la RAF, pour ravitailler la ville. À 2 reprises, il reçoit le niet catégorique des soviétiques. Fin septembre, la lutte devient de plus en plus désespérée. Le 2 octobre, la délégation des insurgés se rend chez le général Bach au QG des forces allemandes. À 21 h, la capitulation est signée. La ville est vidée de sa population. Désormais, les Allemands circulent librement dans la ville. Les bâtiments qui tenaient encore debout sont systématiquement détruits, dynamités ou incendiés au lance-flammes. Varsovie est une ville morte. Il y reste cependant quelques groupes d'irréductibles, on les appelle les Robinson, dont une poignée de juifs qui se cachent dans les ruines de ce qui fut jadis une capitale. 4 mois plus tard, le 17 janvier 1945, l'armée rouge libère, entre guillemets, les ruines d'une ville fantôme et achève sa destruction. Durant toute la guerre, plus de 800 000 Varsoviens sont morts. Pendant l'insurrection, près de 250 000. La Pologne a perdu ses cadres les plus dynamiques, mais aussi sa relève la plus prometteuse. Voilà le contexte historique et géopolitique de l'époque. Maintenant, quelques mots sur le héros, malgré lui, du livre et du film. Il s'appelait Willy Adalbert Rosenfeld. C'est lui, cet homme magnifique, qui m'a sauvé la vie. Władysław Szpilman est né le 5 décembre 1911 de parents musiciens. Il devient lui aussi musicien. Après 5 années d'études musicales à Varsovie, il part en 1931 pour l'Académie de musique de Berlin. Il revient dans sa ville natale quand l'atmosphère devient irrespirable en Allemagne, surtout pour les Juifs. À Varsovie, il travaille pour la radio polonaise. Le 23 septembre 1939, vers la fin du premier mois de la guerre, Szpilman joue la ballade en fa mineur de Chopin, quand le bombardement allemand sur Varsovie réduit définitivement la radio polonaise au silence. Avec l'occupation allemande, Szpilman et sa famille se retrouvent derrière les murs du ghetto. Sa famille est déportée à Treblinka. Il s'échappe du ghetto vers la zone aryenne en février 1943. Après la guerre, en 1946, Szpilman publie en Pologne un livre intitulé « La mort d'une ville ». C'est un récit autobiographique racontant ses 6 années de guerre, la création du ghetto, l'extermination de la population du ghetto, de sa famille, le soulèvement du ghetto, puis celui de Varsovie, ainsi que son errance fantomatique dans la ville de Varsovie détruite. Il évoque aussi le secours qu'il a reçu d'un officier allemand, séduit par son interprétation d'un nocturne de Chopin. Szpilman ignorait le nom de son sauveur. C'est seulement en 1950 qu'il reçoit une lettre d'un juif allemand qui a lu son livre et qui l'informe que l'officier allemand en question s'appelle Wilm Osenfeld et qu'il est détenu dans un camp soviétique à Brest-Litovsk. Szpilman cherche alors à obtenir sa libération, mais en vain. En 1998, le propre fils de Szpilman, Andrzej, découvre dans la bibliothèque de son père son livre, La mort d'une ville, et fait publier ce livre en Allemagne. 2 ans après, en l'an 2000, une nouvelle édition polonaise, puis française, de son livre furent complétées par les mémoires de Wilm Osenfeld, qu'il avait réussi à faire passer à sa famille avant d'être arrêté par les soviétiques.
Ozenfeld fut nommé juste parmi les nations par Yad Vashem en 2008. Il faut savoir que Szpilman fut un très bon pianiste, mais aussi un auteur-compositeur célèbre en Pologne pour ses musiques de films et ses innombrables chansons, qui sont d'ailleurs encore chantées aujourd'hui en Pologne. Szpilman est mort à Varsovie en l'an 2000, après avoir donné à Roman Polanski son accord pour faire un film adapté de son histoire. Ce film, Le pianiste, est sorti en 2002. Il a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes et 3 Oscars aux États-Unis. Roman Polanski, comme Władysław Szpilman, est un Polonais d'origine juive. Pendant la guerre, lui aussi s'est échappé d'un ghetto, celui de Cracovie. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons une bonne projection du film Le pianiste de Roman Polanski.